Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver ici aujourd'hui. C'est une vidéo spéciale parce que j'ai un pote avec moi, j'ai Valentin qui vit à Moscou avec moi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va retracer son parcours, comment est-ce que Valentin a réussi à partir de France et à s'installer en Russie. Mais aussi, on va parler de la spécialité de Valentin. Je vous vois venir tous, je sais que ça vous intéresse en général. Valentin, on peut dire que sa spécialité, eh bien, ce sont les femmes russes. Salut Valentin, merci d'être là. Salut Simon, merci de me recevoir. Et oui, c'est ma spécialité, les femmes russes. On va en parler. Tu l'admets. Ce que je trouve chouette dans ton parcours, c'est qu'il y a des choses en fait. Alors, ce qui est pas chouette, c'est pas le fait qu'il me rappelle le mien, mais moi, si tu veux, je connecte un petit peu avec ton parcours parce que moi aussi, au lendemain de mon divorce, si tu veux, bien les femmes russes ont été un moteur quelque part pour me reconstruire et pour aller de l'avant. À savoir que ma première épouse était russe, ma première et seule épouse, hein, j'en ai eu qu'une. Mais donc c'est pour ça que échanger avec toi dès le départ, c'était quelque chose qui, pour moi, me parlait parce que voilà, ça fait un petit peu écho avec mon propre parcours. Aujourd'hui, pour les gens qui ne le connaissent pas, bah, on va présenter Valentin et on va s'intéresser aussi à comment, histoire d'en apprendre, pouvoir tirer des leçons par l'exemple, de son exemple. Comment est-ce qu'il a fait bien à passer de sa vie précédente de type français qui vivait en France à type installé en Russie, bien posé à Moscou avec sa propre boîte, avec sa vie et à faire surtout ce qu'il veut, à vivre comme il l'entend. Ici, c'est parole d'homme libre. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est pas mal lotis. Avant tout, Valentin, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu faisais avant? Voilà, je balance tout. D'accord. Ok. Alors moi je viens de la côte atlantique, du sud de la Bretagne. J'ai 38 ans. J'ai pratiquement vécu toute ma vie dans ma région natale. J'ai pas tellement bougé. Je suis parti un petit peu en expat à l'étranger, mais j'ai passé pratiquement toute ma vie en France. Professionnellement, j'ai fait une carrière dans l'industrie, dans les méthodes, dans l'aéronautique et dans la construction navale. On va dire, j'améliorais les processus des bureaux d'études dans ces deux domaines. Et j'ai fait une carrière comme ça de pratiquement 15 ans en France. Et bah tu l'as dit, il y a quelque chose qui nous a réunis quand on a commencé à discuter ensemble. C'est j'ai eu également une séparation douloureuse en France qui a déclenché chez moi on va dire une remise en question. C'était aussi corrélé avec la période du Covid qui a été une période d'introspection pour pas mal de personnes. On s'est retrouvé un petit peu seul avec nous-mêmes pour beaucoup. Et j'avais ce rêve de partir en Russie depuis longtemps. En fait, ça faisait des années que j'avais ça en tête. J'avais déjà fait un voyage en Russie. Et comme les rêves, ça peut rester en tête toute la vie. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait changer ce rêve en projet. Ça a été de mettre des jalons sur ce rêve, l'expatriation en Russie. Et l'élément déclencheur, ça a été la possibilité d'avoir une bourse donnée par l'État russe pour venir étudier la langue russe en Russie. Donc j'ai comment dire sans trop d'espoir j'ai comment dire j'ai fait une candidature pour ce programme de bourse et j'ai été pris et une fois que j'ai eu cette réponse, j'ai tout enclenché. Alors j'étais propriétaire d'un appartement dans lequel je vivais à l'époque en France. Donc je l'ai mis en vente, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu à peu près tous les biens que j'avais. Pour paraphraser Fight Club, j'ai j'ai vendu les biens que je possédais et qui avaient fini par me posséder pour me libérer et du coup je suis parti en Russie du coup en novembre 2021. On n'est pas arrivé les étudiants en septembre parce qu'il y avait encore des restrictions pour le Covid. Ils n'avaient pas donné les invitations pour obtenir le visa d'étudiant. Et donc ça a été une super opportunité parce que avec cette bourse, il y avait tout un package qui suivait. Donc il y avait les études à l'université pour apprendre le russe de payer par l'État russe, une bourse étudiante qu'on recevait tous les mois, un logement étudiant et le visa d'étudiant pendant un an. Donc tout ça de pris en charge par la Russie.
Et j'ai pu apprendre C'est beau, tu le vois, je ne russe. pas que ça existe. Ouais, mais c'est pas très Je connu. savais pas que Et ça d'ailleurs, existait. il y a vraiment un déficit de communication sur ce programme, et ça me donne un peu l'occasion d'en parler. Et pour les gens qui Ouais, s'intéressent à l'expatriation aussi, parce que ouais, pardon, apprendre le s'il te russe, plaît, dis-nous. ouais, dis-moi. Quoi, combien s'élevait la bourse? Comment t'étais logé? Est-ce que c'était dans de bonnes conditions? Parce que moi, quand j'imagine logement étudiant, je m'imagine à 19 ans dans une piole un peu pourrie, tu vois, alors que toi, t'étais déjà un adulte. Ouais. Alors, combien ça coûte? L'université, dans mon programme, c'était environ 30 000 roubles par mois. Donc, ramené en euros, euh, ça fait 300 et quelques euros, moins de 400 euros, 350, à peu près au cours actuel. Donc Ok. 350 euros par mois, ça c'était pour les études. Après le logement, effectivement, c'était spartiate, c'était la chambrée. Alors on était soit par des chambres de deux ou de trois, avec Oh, un ou deux bureaux par chambre. Ouais. Mais ils avaient oh. fait les choses bien, dans le sens qu'on était à un étage où il y avait que des étrangers. Donc c'était un peu l'auberge espagnole, avec des gens qui venaient des quatre coins du monde. Et ils nous mettaient par chambre, en général par nationalité. Donc moi j'étais qu'avec des Français. Ce qui est pas forcément l'idéal, parce que finalement quand on s'immerge dans un pays pour apprendre la langue, j'aurais préféré être avec des Russes, mais bon, c'était cool de parler en français aussi avec les gars. Oui, c'est pas un mal. Et tu avais aussi donc une bourse personnelle pour tes propres dépenses. Ouais, alors disons que le logement était payant, même si c'est une somme modique, et la bourse était calculée pour couvrir les frais du logement. Donc ça veut dire que le logement était gratuit D'accord. et T'avais les pas études d'argent. aussi. Non, 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 D'accord, mais t'avais non, pas non, d'argent. T'avais pas non, non, les non. allocs pour aller en boîte le week-end. Non, il y avait, non, faut pas, faut pas pousser non plus. C'est déjà beau. Et du coup, c'est Non, un c'est super déjà angle, beau, clairement. avoir la possibilité d'apprendre vraiment de 5 à 8 heures par jour le russe de façon académique à l'université. Après, avec les devoirs à la maison le soir, en quelques mois, on progresse considérablement. C'est vraiment une bonne méthode, c'est efficace. Ouais, j'imagine. Donc en fait, si on te remet dans la perspective de l'époque, tu as 36 ans, tu viens d'avoir une rupture C'est ça. un peu difficile. Tu te Ouais, en dis, fait, bah, c'est peut-être le moment ou jamais. la rupture, elle est arrivée quelques années avant ça. Et j'ai tenté de retrouver quelqu'un. J'ai principalement utilisé Tinder pour faire des rencontres, et j'ai rencontré des femmes, mais vraiment émotionnellement, il y avait rien qui se passait. Il y avait zéro connexion. Et ça n'a pas été l'élément de mon expatriation, hein, bien sûr. Rencontrer une femme, si ça a été un élément, mais ça n'a pas été l'élément principal. Mais bien sûr, ça a joué. Ça a joué dans l'idée de d'avoir la possibilité de rencontrer des femmes, on va dire avec des valeurs plus traditionnelles, et surtout qui seraient pas choquées à l'idée de comment dire, de clairement parler, de fonder une famille, avoir des enfants. C'est des sujets qui sont maintenant évités en France. Quand on rencontre une femme, on n'en parle pas vraiment. Enfin, c'est une question risquée. C'est des questions Ah risquées. oui, espèce de sexiste misogyne. Tu sous-entends par là que les Assu- femmes sont faites pour Assumé. mettre des enfants au monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Ah hommes là autant là. que les femmes peuvent avoir des enfants. Je te Et le rappelle. Les hommes aussi peuvent être enceints. Espèce de réactionnaires rétrogrades. Enfin, mais vous n'y êtes pas, monsieur. Non, moi, ce que c'est je trouve assumé, c'est vraiment assumé. chouette, toute plaisanterie mise à part, je trouve, et j'en ai parfois parlé sur cette chaîne, et j'ai envie d'en reparler à l'avenir, le fait que une rupture amoureuse, un divorce, ça peut être dramatique, hein, parce que c'est un moment dans nos vies où on va pas faire, tu vois, les mâles alpha, moi j'ai rien ressenti. Non, moi mon divorce, je l'ai pris en pleine gueule et j'en ai souffert beaucoup. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut transformer, cette énergie, on peut la transformer en quelque chose de constructif. Et ça peut être une putain d'opportunité dans une vie pour dire, voilà, j'avais tel et tel rêve, j'avais tel et tel projet, et ben c'est maintenant. Ça te botte le cul, en fait, suffisamment pour que tu puisses passer à l'action. Et visiblement, c'est ce que tu as fait.
Et je dirais que tu l'as fait avec succès. Ouais, Quand tu ouais, étais ouais, en France, c'est quand. Attends, juste, ouais. Pour compléter ce que tu dis, ouais, moi je vais partager vraiment comment j'ai vécu ça. Quand j'ai eu ma rupture, finalement tous mes projets de vie étaient connectés à ma compagne et c'était des projets à deux, que ce soit la famille, la baraque et vraiment quand on a rompu, ça a été finalement le plus dur, c'était de plus avoir devant moi d'objectifs, d'être vraiment perdu sur là où je devais mener des actions pour avancer dans la vie. J'étais complètement paumé et mon cerveau, vraiment, j'ai ce souvenir. Hein, le jour de la rupture, je regarde par la fenêtre, je suis dans la chambre comme ça, je sais vraiment pas où aller. Et j'ai ce truc-là, ce rêve que j'ai depuis longtemps qui se met un peu comme une priorité. Et c'est vrai que dès ma rupture, ça a été un peu une obsession, enfin une priorité de chercher à m'expatrier. j'adore ça. J'adore ça parce que vraiment, en fait, les gens se rendent pas forcément compte, mais d'un côté, quand tu divorces, quand tu te sépares, peu importe, hein, quand c'est une relation sérieuse en tout cas, ton monde s'effondre et tu le dis clairement, ton monde s'effondre. Et c'est un désastre, mais en même temps c'est une opportunité de te recréer un nouveau monde. Et ce que je me suis dit moi à l'époque, c'était que quelque part dans mon malheur j'avais de la chance parce que la vie me donnait la chance de me refaire une vie. Et que le pire, ça serait le jour où je ne pourrais plus me refaire une vie. Là, je regardais un champ de ruines, mais j'avais la possibilité de reconstruire. Et je pense que c'est le meilleur moment de sa vie pour vraiment changer de métier, changer de vie, changer de pays, changer de mindset. Parce que quelqu'un, quelque part, t'a aidé, il a fait le boulot pour toi, il a détruit ta vie, tu vois. Donc ça tombe bien, tu peux t'en faire une Mmh. nouvelle. Et je pense qu'avec suffisamment de recul et avec un petit peu de sagesse aussi avec les années, je me rends compte aujourd'hui que mon divorce était la meilleure chose qui me soit arrivée et j'aimerais que plus de gens en Excellent. aient conscience. Et je pense que toi, tu es super bien placé aujourd'hui pour donner à des mecs en France ou ailleurs, hein, mais bon, je pense que ton cœur de clientèle, on va y venir, mais je pense que ce sont des Français, en tout cas des francophones, mais ils ont la possibilité, grâce à toi, grâce à ton activité, de vraiment se botter le cul et se refaire une nouvelle vie. Je pense que on va y venir plus tard. Je ne vais pas trop dévoiler pour l'instant. Je vais revenir un petit peu en arrière dans mon histoire. Quand tu pars de France, quelles sont tes raisons tu aimes la Russie déjà, tu y es déjà allé, tu connais la Russie. Est-ce que tu as des raisons propres à la France qui font que tu dis bon ça les gars ça suffit, je veux autre chose, je veux plus ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une raison, c'est bien sûr c'est multifactoriel comme à chaque fois, comme dans toute situation. Déjà professionnellement, je me sentais un petit peu coincé dans le salariat. On me promettait le poste de mon chef à son départ en retraite et j'ai eu la déception de voir un mec parachuté de nulle part comme ça prendre sa suite et devoir former ce gars à son nouveau poste en plus. Et je pensais que voilà, j'allais pouvoir surpasser ce truc-là, que j'allais prendre ça à la cool, mais ça m'a affecté. J'arrivais plus à avoir d'épanouissement dans le salariat, dans mon job en France, et je me sentais prêt à devenir, à avoir mon propre business. J'avais cette envie et cette énergie en moi pour monter mon business. Et bon voilà, j'avais aussi cette envie de m'expatrier, de partir en Russie. Donc bon, on va en parler après, mais ça a été le début de la réflexion pour créer mon activité professionnelle en Russie. Donc ça a été un des points, un des éléments, on va dire un peu une impasse professionnelle, on peut le dire comme ça. Après, il y avait effectivement, on en a parlé un petit peu sentimentalement, un constat d'échec avec les femmes françaises et un non-match, ça matchait plus. J'arrivais plus à trouver de copines où j'arrivais avec lesquelles j'arrivais à me projeter. Ça a été un deuxième point. Il y avait l'envie aussi de découvrir la Russie. C'était en moi, je le sentais. J'avais envie. C'est très masculin. Hein, on est des hommes.
on a envie de voyager, de conquérir le monde, et j'avais envie d'aller sur une terre comme ça, nouvelle, explorer une nouvelle terre. Et ouais, quand il y a eu cette opportunité d'avoir la bourse, c'était clair dans ma tête, c'était je pars. Est-ce que la Russie a été à la hauteur de tes attentes? Quelles sont pour toi les qualités de la vie en Russie, à Moscou, pour être plus précis, qui font que tu t'es dit j'y reste, je retourne pas en France? Pourquoi t'es mieux à Moscou que en France? Ah, ça c'est une question intéressante. Je pense que comment dire, mon œil a évolué depuis que je suis là. Si tu m'avais posé la question 6 mois après mon arrivée, je répondrais pas comme aujourd'hui. Disons que Moscou. Alors moi je connais bien Moscou. J'ai voyagé en Russie un peu, mais je connais surtout Moscou. C'est une ville qui a pas son équivalent en France. Quand on arrive de France, c'est une upgrade à tous les niveaux. Au niveau culturel, il y a juste pas d'équivalent en France. Je pense même pas Paris. Le nombre d'expositions, de musées qu'on a, ou simplement se promener, admirer l'architecture, les parcs qu'on a ici qui sont propres, qui sont beaux. Cette variété de paysages entre l'hiver et l'été. C'est une upgrade à tous les niveaux. Technologiquement, Moscou est génial. On est surpris en tant que Français en arrivant en Russie de voir le niveau technologique qu'ils ont. Le fait c'est anecdotique, mais le fait de pouvoir quand on est à table et qu'on entre amis et qu'on doit payer l'addition, de se faire des transferts d'argent juste avec le numéro de téléphone de quelqu'un, on peut lui envoyer de l'argent. Enfin, c'est super. Ils sont en avance sur plein de choses. Et pourquoi je me vois pas aujourd'hui revenir en France? Alors, honnêtement, je pense qu'il y a aussi l'ego, c'est que je verrais ça comme un gros échec personnel, le fait de revenir maintenant que je me suis lancé professionnellement. Ce serait très dur, je pense, mentalement, d'essayer de rebâtir quelque chose en France et perdre. Je pense que c'est devenu un élément important de ma vie, la communauté française de Moscou. On a une communauté qui s'est resserrée depuis l'opération spéciale. Il y a pas mal de gens qui sont partis, mais il y a une communauté qui est super ici. Alors bien sûr, ils sont pas tous parfaits, hein, les Français de Moscou. Il y a des requins dans l'océan, mais il y a plein de gens super prêts à vous aider. On m'a tendu la main plein de fois depuis que je suis là pour des conseils, pour plein de choses. Et c'est devenu un petit peu la famille, ces gens-là. Pour l'anecdote, moi, je suis un chrétien catholique et je fréquente une église catholique à Moscou et après la messe, on va manger régulièrement ensemble les Français de l'église. C'est un dimanche après-midi très chill où on reste à table, tu vois, tout le dimanche après-midi pratiquement. Et c'est un petit peu la Madeleine de Proust de la France quand on se retrouve entre Français. On file le dimanche, c'est hyper bienveillant, c'est super. J'ai toujours voulu éviter ça, tu vois. J'ai toujours, toute ma vie, essayé, puisque bon, ça fait 20 ans que je suis expat, hein, et j'ai toujours voulu essayer d'éviter de traîner avec les Français dans des communautés françaises, parce que personnellement, je n'ai eu que des mauvais exemples. Mais ce que tu me dis là, me rassure, il y a des bons exemples. Et c'est parce que j'ai souvent de l'appréhension sur ce genre de choses. Et en vrai, il y a des bons exemples. Tu me montres là-dedans simplement que j'ai pas vu les bons exemples, c'est tout. Après, c'est, je pense, assez temporaire. C'est les communautés comme ça. La communauté française, je la fréquente aujourd'hui parce que mon expatriation, elle est assez jeune. Toi, t'es expatrié depuis 20 ans, c'est un autre contexte. Mais la Russie, c'est un des pays qui offre la possibilité de se russifier. Quand on fait vraiment l'effort d'apprendre la langue, on le voit. Moi, je connais des Français qui sont là depuis la fin de leurs études, qui sont là depuis 20 ans pour certains. Ils fréquentent plus effectivement tout ce qui est communauté française parce qu'ils ont épousé une Russe.
le week-end, ils vont à la datcha avec la belle famille. C'est devenu des Russes. Et ils se sont décrochés de toutes ces communautés où on parle français et on ne veut parler que français alors qu'on est en Russie. Bien sûr, mais moi j'en ai encore besoin. Je suis pas prêt à couper le cordon. Oui, tu es jeune expat. Ça fait 1 an et demi que tu es en Russie, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ben, on peut dire que en 1 an et demi, pour avoir rencontré, observé, accompagné beaucoup d'expats dans ma vie, on peut dire que j'en ai vu peu en fait en 1 an et demi arriver avec un visa étudiant en tant qu'étudiant, avoir déjà étudié, appris la langue et avoir créé leur propre business. Et ça, je crois que c'est une clé de l'expatriation réussie, c'est que tu es pas un touriste en Russie, tu es pas un étudiant avec qui cumule des visas, tu es quelqu'un qui est aujourd'hui installé avec ton propre business. Moi, je l'aime bien ton business, mais c'est la solution financière que toi tu as mis en œuvre pour pouvoir t'établir en Russie. Et elle est intéressante donc de ce fait-là et du fait de l'activité elle-même. Je pense que là, depuis le début, j'ai mis l'eau à la bouche à tout le monde. Je pense que là, tout le monde en a marre de moi. Ils ont envie que tu expliques. Explique-nous, allez, s'il te plaît, Valentin. On attaque. Ça marche. Alors, j'ai monté une agence matrimoniale en Russie. C'est un projet que j'avais en fait avant mon expatriation. Je l'avais depuis la France. Alors, j'avais bossé un petit peu dans le matrimonial juste avant de m'expatrier en France. Et donc j'ai une agence matrimoniale qui est dédiée à la rencontre des femmes russes et des hommes francophones occidentaux. Voilà, ça c'est notre marché. On fait se rencontrer des femmes russes et des hommes occidentaux, alors de différentes tranches d'âge. En général, on descend pas en dessous de 30 ans pour les hommes. Puis après, il n'y a pas vraiment de limite. Notre plus vieux client, il a 67 ans actuellement. Voilà, c'est vraiment pour moi une vocation. Enfin, c'est lié à mon parcours. On en a parlé et cette volonté de proposer pour les hommes français une alternative sur le marché de la rencontre en France à tout ce qui est Tinder ou application de rencontre ou même agence matrimoniale en France avec des femmes qui vont pas forcément correspondre aux attentes des Français et une offre finalement assez maigre. Un homme en France quand il se lance dans la rencontre, enfin dans l'idée de rencontrer une femme et qui télécharge Tinder, il a énormément de compétition, il est le pauvre obligé de faire la serpillière pour avoir un peu d'intention d'une femme qui ne lui plaît pas. Donc ça, moi j'ai l'intention de proposer une alternative aux hommes qui sont vraiment désireux de rencontrer une femme pour fonder une famille, ou alors s'ils sont plus âgés et qui n'ont pas de volonté d'avoir des enfants, trouver quelqu'un pour les accompagner dans la vie et vivre à deux. Et on en a parlé avant l'émission pour les gens de ta communauté. Il y aura une offre spéciale via un lien qui sera en description de la vidéo, je crois, hein, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, donc c'est un lien d'affiliation entre nous pour ta communauté. Donc tu vas leur faire bénéficier. Franchement les gars, ouais. Là je dis les gars, hein, je dis pas les filles, parce que des fois on me dit, tu sais Simon, on est beaucoup de femmes dans la communauté et tu t'adresses pas à nous. Bon là c'est vrai, je l'assume pleinement. Là je ne m'adresse qu'aux garçons. C'est rare, mais là c'est le cas. Et effectivement, ouais, j'avais envie que les solutions de Valentin soient partagées avec vous. Vous avez une offre particulière dessus, parce que il faut bien comprendre quelque chose. Rencontrer quelqu'un de nouveau, d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays, c'est en grande partie se faire une nouvelle vie. Hein. C'est se créer de nouveaux horizons. Il y a souvent des mecs qui vont tourner les choses à la gaudriole. Ouais, mais si c'est pour rencontrer une Russe, tirer un coup, mais on parle pas de ça du tout. J'en ai rien à foutre moi de ça. Tirer un coup, on peut le faire n'importe où dans le monde. Pour moi, ce qu'il y a de vraiment beau là-dedans, c'est que une nouvelle compagne, ce sont de nouveaux horizons de vie, ce sont de nouvelles idées, ce sont de nouvelles opportunités, et c'est génial quand tu es, parce que je l'ai été, hein. Après mon divorce, je suis rentré quelque temps en France, en Corse exactement.
Et mes horizons, ils étaient très restreints en fait. Il y avait elle, elle c'est ma cousine, elle c'est l'ex de mon beau-frère, bon d'accord. Et en fait, mes horizons étaient restreints et c'est pour ça que je suis pas resté longtemps aussi. J'avais plein d'autres raisons, mais c'était effectivement quelque chose. Tu rencontres quelqu'un demain qui te dit je vais aller à la dacha, je vais te présenter ma famille, ils sont originaires de tel endroit en Russie. Quelqu'un qui a de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est pas juste je me suis trouvé une femme. C'est je me suis trouvé aussi une nouvelle vie, de nouvelles aspirations, quelque part un nouveau départ. Et après, il est vrai aussi que les agences matrimoniales, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de n'importe quoi. J'ai vécu en Ukraine, j'en ai vu. J'ai vu beaucoup de n'importe quoi. Et je trouve rassurant d'avoir quelqu'un qui est comme moi, comme vous. Je pense que la plupart des gars qui sont là sur cette chaîne peuvent s'identifier à un moment ou à un autre de leur vie, à Valentin ou à moi, à rupture difficile. Je fais quoi de ma vie maintenant? Valentin a une vraie réponse, une vraie solution à ça. Donc c'était aussi, voilà, je voulais son parcours, mais je l'avoue, je voulais qu'il puisse partager avec nous son boulot, son expérience, et quelque part un petit peu ce que lui a vécu, ce que moi j'ai vécu. Donc c'est une bonne chose qu'on l'ait mis en place. Parlons un peu des femmes russes. Allez, c'est pas prévu dans mon plan d'interview, tu vois, mais parlons Okay. des femmes russes. Toi, parce que quand tu vis en France à l'époque, t'as pas encore rencontré vraiment de femmes russes. Me trompe. Alors, j'ai fait un premier séjour en Russie où c'était un séjour linguistique de 15 jours. J'étais parti à Sochi en janvier 2019, donc juste avant le Covid. Et pour l'anecdote, j'avais utilisé Tinder là-bas sur place et j'avais matché avec ma prof de russe, qui était une jolie brune quasiment 1m80 avec des jambes interminables de 27 ans. J'ai matché ma prof de russe sur Tinder. Donc tu la connais en tant que prof de russe et là tu la matches sur Tinder. Ouais, bon, c'était un séjour assez court de 2 semaines. Je sais pas, 3-4 jours après mon arrivée, donc on s'était vu déjà quelques jours. Je match ma prof de russe. Et du coup, on a commencé à sortir ensemble, ouais. J'adore. Et du coup, la relation, on a essayé de la tenir ensuite à distance. J'avais pour projet de revenir assez rapidement. Mais le Covid est arrivé, en fait, il y avait plus de vol, il y avait plus vraiment de possibilité de venir la rejoindre. Et la relation s'est essoufflée dans le temps, ce qui m'a permis aussi de comprendre l'importance, parce que moi, dans l'agence, c'est une agence matrimoniale internationale, la distance, faut savoir la gérer. Et c'est souvent une erreur qui est faite, on va dire, dans ce métier, c'est que les hommes vont venir ici à Moscou ou dans une autre ville rencontrer des femmes. Ils rentrent en France et puis après, on va dire, il y a une conversation, enfin une communication à distance qui se met en place et pas forcément un plan d'action. Moi, c'est mon truc. Hein. Dans l'industrie, c'était mon métier, c'était les méthodes. Et le processus qui suit, en fait, il est hyper important à tenir. Il faut cadencer, on va dire, un deuxième voyage en Russie ou très rapidement faire venir la femme en France pour pas perdre, on va dire, l'émotion de la rencontre et cette tension qu'il y a. Si on laisse trop de temps, la passion s'amenuise en général et tout cet investissement qui aurait été fait, qui soit en termes de temps, d'argent bien sûr, et puis surtout d'émotion, de sentiments, il serait réduit à zéro. Il faudra tout recommencer. Ouais, je suis d'accord avec ça. J'y avais pas réfléchi, mais je l'ai vécu. Parfois dans ma vie, j'ai tenté le couple à distance, les relations à distance, et en général, ça l'a pas fait parce que, comme tu le dis très justement, on n'avait pas de plan d'action. C'était ok, on a passé une semaine ensemble. Bon, maintenant on est en contact. 2 mois après, on commence à discuter. Bon, il faudrait qu'on se rencontre. On mettait pas de suite, alors qu'on aurait pu de suite dire ok, je reviens dans 1 mois. Dans 1 mois et demi, on sera à tel endroit. Et sans ça, surtout, j'ai l'impression, quand tu as une femme russe, une femme slave, j'ai souvent 100% d'accord. dire, moi, un homme, je m'en fous ce qu'il dit. C'est pas les mots qui sont importants, c'est les actions.
Tout à fait. Je t'aime, tu me manques, j'espère qu'on se reverra. Une femme russe, ça lui passe un peu, genre, tu vois. Bah, elle peut se faire embobiner. Quelqu'un qui a la tchatch pourra la mettre dans son lit, mais l'épouser, en faire sa femme, ce sera autre chose. Ça suffit pas la tchatch. Ouais, c'est ça. Ça dépend ce qu'on veut. C'est ça. Si tu veux un vrai projet de vie avec, je t'aime, un jour on sera ensemble, tu me manques. À un moment, elle va dire, et s'il n'y a pas d'action, écoute, je perds mon temps avec toi. En tout cas, c'est de mon expérience, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et puis l'action, on peut en parler un petit peu. Il y a une action principale qui refroidit pas mal de Français parce que c'est très engageant pour nous, mais c'est de mettre un genou à terre. Au bout d'un moment, faut y aller, hein. Faut sortir la bague et puis faire sa proposition. Pour les femmes russes, ça fait partie, c'est une étape. On parlait de faire un plan, c'est une étape dans le plan. Ça fait partie du processus. Ce qui est quelque chose qui est assez différent culturellement parce que nous, c'est très accepté en France de vivre maritalement en couple sous le même toit pendant des années avant de passer le pas de se marier. Il y a même beaucoup de couples maintenant qui se marient après avoir eu un enfant. En Russie, c'est pas du tout pareil. C'est le mariage est important. C'est un jalon qui commence vraiment la relation. Il y a même des femmes russes aujourd'hui en 2023 qui refusent de vivre sous le même toit d'un homme si elles sont pas mariées. Pour elles, psychologiquement, elles ont une barrière, ouais. J'ai connu ça. Tu sais, la première fois où je me suis marié, j'étais très jeune, et avec ma femme, on s'est marié très vite. Parce qu'en fait, j'avais adopté déjà le mindset russe. Pour moi, c'était logique. J'avais la plupart de mes amis qui étaient russes et on avait la petite vingtaine et ils étaient mariés. Donc, si tu veux, pour moi, c'était aussi logique. Je m'étais adapté à cette idée-là. Avant même qu'on s'installe ensemble, on était mariés en fait. On avait passé peut-être quelques semaines à vivre ensemble en tant que fiancés, mais voilà, j'avais déjà fait ma demande, quoi. Et plus tard, j'ai des relations qui sont parties en vrille. Parce que ma copine a complètement pété un câble parce que ça faisait 1 an qu'on était ensemble et quoi, on n'est même pas encore mariés. Ah ouais, ça la stresse parce qu'elle attend ça, elle est prête et c'est l'homme qui déclenche la demande en mariage. Elle reste dans l'attente. Mais cette attente, elle est très stressante. Elle se dit, est-ce que ce mec est sérieux? Est-ce qu'il m'utilise pas? Est-ce que je vais pas me retrouver à 35 ans encore avec ce gars qui m'aura pas fait de demande, qui m'aura pas fait d'enfant et peut-être qu'il va me plaquer pour une plus jeune et que je vais me retrouver sur le carreau toute seule. C'est une sécurité pour elle. Ouais, et il m'a fallu du temps, ça, mine de rien, pour le comprendre. La première fois, je l'ai pas compris parce qu'on était très jeunes tous les deux. Par contre, plus tard, quand ma copine a pété un câble au bout de 1 an et demi, moi j'étais c'est bon, cool, tu vois, ça va, y a pas de problème. Mais j'avais un mindset très français à ce moment-là. Je l'avais pas à 24 ans, mais je l'avais à 34 ans, tu vois. Est-ce que bon là je sais plus ce que je vais dire, donc ça je couperai au montage, tu vois, voilà. Hello. Ok. Là ça je couperai au montage. Je me perds dans mes questions. Alors on peut brainstormer du coup un peu. Je peux refaire une couche sur le fonctionnement de l'agence, sur le processus. J'en ai pas suffisamment parlé. En fait, comment ça se passe quand un client rentre chez nous, enfin quelles étapes sont mises en place pour arriver jusqu'à rencontrer une femme russe. Si tu veux, je peux dérouler là-dessus. Je te lance là-dessus. Je vais te lancer. Ok, alors imaginons quelque chose qui est assez réel. En fait, imaginons que je sois à nouveau célibataire. Et imaginons, Valentin, que j'ai besoin de toi. Bon, j'ai déjà, sincèrement, les gars, là, entre nous, j'ai déjà essayé d'approcher Valentin, mais il m'a pas voulu. Il m'a dit non, toi, tu restes à ta place, hein. Tu t'approches pas de mes filles. Bon, j'ai déjà essayé, mais imaginons. C'est vrai, j'ai dit ça. Imaginons, voilà, que tu m'acceptes. Comment ça se passerait en pratique? Voilà, je te contacte, je te dis Valentin, bon, tu sais, avec les femmes, moi, c'est un peu en ce moment, voilà. Et j'aimerais bien que tu me files un coup de main. Comment concrètement tu pourrais le faire? Comment tu le ferais? Ok. Alors notre processus, il est identique pour tous nos clients, enfin qui sont pas encore nos clients à cette étape. On leur demande de remplir un formulaire, un premier formulaire qui est assez court pour qu'ils se présentent à nous, pour comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils recherchent. Pour être franc, c'est aussi une méthode pour nous pour faire un filtre, pour éviter par exemple les hommes mariés.
C'est un peu un fléau, hein. C'est des hommes qui veulent, on va dire, une aventure. Et dans le matrimonial, ça passe pas. Nous, on est uniquement là pour créer des couples dans le but de se marier. C'est la vocation d'une agence matrimoniale, il y en a pas d'autre. Ensuite, après avoir rempli le formulaire, il y a un rendez-vous privé en visioconférence. En général, ça se passe avec moi. Ça dure 1h30. Donc là, j'ai le temps de présenter le processus de l'agence et faire ce qu'on appelle un bilan sentimental. Donc, je vais creuser un petit peu dans le passé sentimental du client, de savoir qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, de quel milieu familial il vient, parce que tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, pour trouver une personne qui va correctement s'associer avec son caractère, sa personnalité, et faire un couple harmonieux. Donc, à l'issue de ce rendez-vous privé, on va faire le profil du client sur l'agence pour le présenter aux femmes russes célibataires. Donc ça se passe en général avec ma collègue Anastasia et on lance ce qu'on appelle le matchmaking. Donc le matchmaking, c'est trouver des profils correspondants. C'est-à-dire que on va trouver des femmes qui correspondent aux critères de nos clients et qui sont intéressées réciproquement pour rencontrer notre client et faire ce qu'on appelle un match, comme Tinder. Et de cette base de match, on lance ensuite des appels en visio. En général, il y a des clients qui sont pas pour, mais moi j'y vois une utilité parce que même si on apprécie les photos d'une personne, surtout que les photos des femmes russes peuvent être des fois très très jolies et avoir un petit décalage avec la réalité, c'est intéressant de voir la personne en visioconférence, de voir comment elle bouge, d'entendre sa voix. C'est pile ou face, hein. On peut être séduit comme à l'inverse, mais ça évite d'investir du temps, de aussi d'avoir des attentes dans une rencontre, et ça arrive dans la vie. Au bout de 5-10 secondes, avec une personne, on s'aperçoit que ça va pas le faire, ça va pas marcher. Et la visioconférence, c'est là pour ça, pour éviter d'être déçu plus tard si on s'aperçoit que ça marche pas. La suite, c'est programmer un voyage en Russie. Donc nous on supporte nos clients sur tout ce qui est demande de visa, support pour booker les vols. On connaît, on va dire, tous les trajets possibles qu'il est possible de faire entre la France ou une autre destination et la Russie. En général, on recommande la Turquie, hein, quand même, pour passer en ce moment, ce qui est le plus simple. Et donc notre client arrive en Russie, en général à Moscou, mais il peut rencontrer des femmes chez nos différents partenaires, j'en parlerai plus tard, qui sont à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg, à Novosibirsk. En général, c'est à Moscou. Et il va rencontrer lors de rendez-vous, pour le premier rendez-vous, c'est au restaurant systématiquement, donc les femmes russes, qu'il a sélectionné précédemment pendant le matchmaking. Donc on peut proposer un service de traduction pour ces rendez-vous. Je le recommande pas vraiment parce que c'est un petit peu bizarre pour un rendez-vous romantique d'avoir une troisième personne qui tient la chandelle. Aujourd'hui, si on n'a pas de langue commune, on a quand même la possibilité d'utiliser des traducteurs. Même si c'est pas forcément très précis, on a le problème du tutoiement avec Google Traduction. Oui, on peut traduire instantanément. Il vous voit tout le monde. Moi, je pense que ça vient du fait que quand on traduit du français vers le russe ou du russe vers le français, Google Traduction passe par l'anglais. Je pense aussi. Et on perd cette notion de vouvoiement ou tutoiement. Et donc, on propose ensuite à nos clients tout un tas d'activités sur Moscou pour pas juste aller au restaurant, mais par exemple l'hiver, il y a quelque chose qui est très sympa, c'est de faire du patin à glace. Alors, si on tient sur des patins et qu'on va pas faire tomber madame, ça peut être une super activité parce que les patinoires de Moscou sont géniales. C'est des rendez-vous très très romantiques à faire le soir, une fois la nuit tombée. Est-ce que tu prends en charge l'accompagnement à l'hosto? Parce que moi, la seule fois de ma vie où j'ai pu faire du patin à glace, franchement, j'étais pas séduisant, quoi. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, à l'époque, je vivais en Finlande. J'avais rencontré une fille. Alors, je me souviens plus qui, quoi. C'était il y a longtemps. Et elle me dit, t'as déjà fait du patin à glace? Et genre, c'était pour une première date, tu vois. Et je dis, non, non, allons-y. Et j'ai fait 3 pas et je me suis vautré. Et je me suis pas cassé une côte, je crois pas, mais enfin, en tout cas, je me suis fait très mal. Et j'étais Aïe, aïe. moins sexy après, tu vois. Voilà. Oui, bon alors, quand on tient pas sur les patins, il faut éviter. En fait, c'est juste ce que vous demandera une femme russe, c'est de tenir sur vos patins. Voilà, elle en demandera pas plus. Eh bien, j'ai échoué. Bon, si on sait pas faire du patin, il y a tout un tas d'options. On peut visiter un musée, c'est très très sympa. On peut aller faire du cheval ensemble autour de Moscou, faire du bateau. Il y a plein de choses à faire sur Moscou. C'est chouette que tu penses à ça, parce que ça permet aux gens d'avoir une vraie expérience de vie ensemble, plus que être assis face à face au resto, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis oui, comme tu dis, j'ai rien de plus à ajouter. T'as tout dit. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours d'expat. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Mais dans quelle galère je me suis embarqué? J'étais tranquille. Finalement, c'était pas si mal. Tu sais pourquoi je me suis foutu là-dedans? Ouais, plein de fois, plein de fois. En fait, le premier jour, je me le suis dit. Il y a eu un gros couac avec la communication avec l'université. Ils étaient pas au courant que j'arrivais en Russie. Et donc moi je suis arrivé, je leur écrivais des emails, ils répondaient pas. J'écrivais au directeur de l'université, le directeur du service qui s'occupait des étrangers. Le problème c'est que mon université avait principalement des étudiants asiatiques. Et ils répondaient aux Asiatiques, ils répondaient pas aux Français. Et moi, je suis arrivé en Russie, personne m'attendait. Il y avait personne à l'aéroport. Et du coup, j'ai cherché sur Internet le siège de l'université dans Moscou, qui est un très beau bâtiment classé dans le centre. Et je suis tombé, comme ça se fait en Russie, sur un vigile qui m'a demandé mon propousk. Alors, un propousk, c'est un mot russe, ça veut dire laisser passer. C'est une institution, il faut des laissez-passer en Russie pour entrer dans certains bâtiments. Et j'ai compris au bout d'un moment ce qu'il voulait et je lui ai dit que j'avais pas de propousse, que c'était mon premier jour et il m'a fait comprendre que pour moi l'aventure s'arrêtait ici. Je passais pas son portique. C'était mort, il y avait aucune option. Pas de propousse, ça passait pas. Et j'étais avec mon gros sac, j'étais crevé, je m'étais tapé le vol, je venais juste d'arriver. Et là, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? En fait, j'ai voyagé dans un pays, mais il y a rien qui m'attend. Je me suis fait un film dans ma tête. L'option, ça va être de repartir le premier jour de mon arrivée en Russie. Et j'étais avec mon sac comme ça. J'étais pas très à l'aise en fait parce que je me sentais pas accueilli. Il y avait ce vigile qui était presque agressif en fait. Et là, il y a un gars qui a débarqué, qui venait de rentrer. C'était le matin. Il rentrait dans l'université. Un grand type blond. Il est arrivé. Bon, je romance le truc, mais presque avec la lumière derrière lui, comme un ange. Et puis il s'est adressé à moi en anglais. Il m'a dit, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Alors je lui explique. Moi, je suis un Français. Je viens étudier le russe à l'université, mais j'ai pas de propouske parce que c'est mon premier jour. J'arrive. Puis il me dit. Et puis il voit que je me cramponne à mon sac, puis il me dit, il fait ce geste très russe, il me dit, allez, pose ton sac, t'inquiète pas, le vigile, il va s'en occuper, il va le garder à côté de lui, t'inquiète pas, viens avec moi, on va aller voir le département des visas, tout va bien se passer. Alors heureusement, ça a été l'élément qui a fait que je suis resté en Russie, l'arrivée de ce gars, cet homme providentiel. Mais je me suis dit le premier jour, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que je vais rentrer. Ouais. Ouais, bon, on en a tous eu des moments comme ça, mais moi j'aime bien les mettre en exergue parce que quelque part, c'est ceux dont on se souvient, ils sont marquants et je pense qu'ils aident aussi les gens qui se disent mais si je pars et que je me trouve dans des galères, comment je vais faire? Voilà, faut se rendre compte qu'on s'est tous trouvés dans des galères et on est passé au travers, tu vois. Est-ce que tu as un échec dans ton parcours entrepreneurial, ton parcours de vie,
Je pense que tu nous l'as déjà dit. Hein. Je pense que tu nous l'as déjà dit. Moi, je le sais déjà. Hein. Mais un échec, c'est ton échec préféré. C'est la fois où tu t'es vautré et où franchement, ça t'a bien servi. Ouais, bah, t'en as parlé un petit peu. Je pense que c'est là où nos parcours se rejoignent énormément. C'est cette relation avec une femme française dans laquelle j'avais investi tous mes espoirs, des années, des sentiments et ouais, vraiment une grosse partie de moi-même. On était installé dans une baraque, tout se passait bien, j'avais une vie super. Quand on était à 200 mètres de la plage, on faisait des barbecues avec les copains le week-end, sauf qu'elle a décidé de tout foutre en l'air et j'ai pris ça comme un gros échec sur le coup. Mais probablement que je suis plus heureux dans ma vie aujourd'hui que si cette relation avait continué. Même j'en suis certain. Et je pense que dans 5 ans, je serai encore plus heureux qu'aujourd'hui parce que j'ai fait ce choix-là à l'époque. Tu sais, je le disais tout à l'heure, mais un jour, je me suis fait la réflexion, je me dis, tiens, le jour où on m'a dit, et on me l'a dit littéralement, hein, on me l'a dit littéralement, je l'assume, je l'avoue, je l'ai jamais dit, on me l'a dit littéralement, on m'a dit, en fait, le truc, c'est que je te trouve pas beau, je te trouve pas intelligent, et je te trouve pas drôle non plus. Et alors bon, pas beau et pas intelligent, tu vois, je l'ai pas bien pris, attention, mais pas drôle, alors là, non, tu vois, pas drôle, là franchement, c'était trop. Et un jour, je me suis dit, le jour où on m'a dit que j'étais ni beau, ni intelligent, ni drôle, en fait, c'était une bénédiction, parce que ça m'a boosté, tu vois. Après, il a fallu que je me prouve à moi-même que finalement, je n'étais pas si moche, je n'étais pas si con, et je pouvais être drôle aussi, des fois. Et en fait, ça a été une bénédiction. Donc moi aussi, c'est mon échec de parcours préféré. Qu'est-ce que tu... Alors là, c'est une question... franchement, je ne devrais même pas te la poser, parce que c'est très clair dans ton cas. Mais je l'ai posée à tous les invités de Parole d'Homme Libre, alors je te la pose aussi. Quels sont tes projets d'avenir en Russie? Comment tu te vois évoluer? Moi, franchement, je pense que tu l'as déjà dit, mais comment tu te vois évoluer? Là, on va dire à court moyen terme, ça va être avancer dans mon immigration parce que c'est un processus qui met des années et toutes les étapes ne sont pas franchies. Donc c'est obtenir le titre de résident en Russie. Et puis parce que c'est un processus et que ce processus, je le vois pas l'arrêter à la moitié, je vais demander le passeport. Yes. Je demanderai le passeport russe. Donc ça, c'est on va dire sur l'aspect administratif, légal. Après, pour mon business, on en a parlé en privé. Moi, je suis très ambitieux avec l'agence matrimoniale. Clairement, ça, on a pris conscience tout de suite que on répondait à un besoin et ça marche bien. Donc ouais, j'ai envie de faire grossir ça, de pouvoir proposer plus d'offres. J'aimerais proposer une offre pour les personnes qui vivent dans des zones rurales. Il y a énormément de difficultés pour rencontrer quelqu'un, par exemple pour les agriculteurs. Et j'ai vraiment envie de répondre à cette offre. En fait, faut trouver des profils particuliers en team pour les femmes parce que proposer à une femme moscovite d'aller rejoindre un agriculteur, clairement c'est pas un match. C'est pratiquement voué à l'échec à 100%. Donc faut trouver des femmes qui sont compatibles avec la vie en ruralité. Donc ça c'est on va dire une mission personnelle que je me suis donnée pour les prochaines années. C'est belle. Et sur un plan on va dire perso, ça va être fonder une famille ici. Je trouve belle ta remarque. C'est un processus, il faut le mener jusqu'au bout. Effectivement, s'installer dans un pays quelque part, c'est faire le choix de devenir un citoyen du pays. Et faire ce choix-là, c'est aller jusqu'au bout, c'est aller jusqu'à la citoyenneté, jusqu'à la nationalité. Donc c'est vrai que je l'avais jamais entendu formuler comme ça, mais c'est très juste. Quand tu es ressortissant d'un pays, il faut le devenir à proprement parler. Il suffit pas de dire moi je vis en Russie depuis 20 ans. T'es pas devenu russe. Tu es devenu russe le jour où tu as la nationalité, donc il faut aller bien sûr. au bout. Ouais. Tu sais, moi j'ai ici une coutume. Et c'est en général la dernière question que je pose à mes invités, mais c'est parce que personnellement je veux toujours obtenir ça m'est utile. Si tu as des bouquins qui ont changé ta vie, eh ben moi j'aimerais que tu les partages avec moi, que tu les partages avec nous tous, parce qu'un livre pour moi ça peut changer une vie, un peu comme une rencontre d'ailleurs. Et
quels ont été et quels sont pour toi les bouquins qui ont changé ta vie? Tu les as lus et après ça a été différent d'avant, tu vois. Ok. Il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite en tête. Je sais pas si ça va être vraiment intéressant, mais c'est le Hagakure. Je sais pas si tu connais. Je connais. Tu connais? Je connais pas. Tu connais pas. En fait, c'est un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Ça pourrait prendre la forme d'une interview, mais dans un livre. C'est un bouquin qui a été oublié pendant des centaines d'années. C'est le témoignage d'un samouraï de l'époque médiévale japonaise qui raconte à la fois son expérience de vie en tant que samouraï et sa vision de son époque. Et c'est très très instructif, c'est super. Ça montre l'état d'esprit dans lequel ils sont, ce que c'était leur rigueur pour se préparer au combat. Un samouraï, il le décrit, ce samouraï dans ce bouquin, il explique que chaque jour, il imagine mourir de toutes les façons possibles pour être prêt le jour où il sera sur champ de bataille, et ça arrivera pour gagner une seconde de temps de réaction et réagir, pas être surpris. C'est-à-dire qu'il s'imagine tous les jours être décapité à la hache, criblé de flèches, pour ne pas d'avoir d'étonnement le jour où ça arrivera. Et j'ai adoré en fait dans le bouquin que être plongé. C'est un super bouquin, je te le recommande. C'est pour les Japonais et les samouraïs en particulier, au niveau de la préparation mentale, c'est quand même quelque chose. Bon, je dis pas aux gens qu'il faut faire la même chose, mais je trouve que c'est des bonnes clés. Je pense que n'importe qui lit ce livre va capter quelque chose qui va lui servir dans sa vie. Alors moi, j'y pense. Je donne rarement des recommandations de livres parce qu'à chaque fois, j'en profite pour en choper pour moi. Et là, franchement, je te remercie. Je sens que dès aujourd'hui, je vais m'y mettre. Je suis toujours à court de bouquins à lire. J'ai toujours le stress de qu'est-ce que je vais lire après, tu vois. Donc, je profite de l'occasion pour, grappiller des recommandations. Mais pour les gens qui s'intéressent à Moscou, à la Russie, avec l'idée un petit peu d'y rencontrer des femmes. Moi, il y avait un bouquin que j'avais lu il y a longtemps de ça. J'étais ado. Et qui parlait justement exactement de ce sujet-là, bon évidemment sur un ton satirique, et c'était un livre drôle, hein, mais c'est un livre de Frédéric Beigbeder qui s'appelle Au secours pardon, je crois, qui s'appelle Au secours pardon. Si tu l'as pas lu, lis-le. C'est pas un grand livre, mais il est pile dans la thématique, si tu veux, du Français qui part en Russie rencontrer des femmes. Évidemment, c'était la gaudriole sans arrêt, hein. Mais voilà, moi il m'avait marqué à l'époque, il m'avait donné un petit peu envie de connaître la Russie à une époque où j'étais ado, je connaissais rien de la Russie du tout. Et voilà, c'est un des premiers livres qui m'a donné un petit peu ce truc. Tiens, il y a l'air d'avoir quelque chose là-dedans à creuser, tu vois. Intéressant. Je vais le lire. Voilà, et c'est vraiment la vision franco-française, parisiano-parisienne du truc, hein. Mais je pense que voilà, pour un Français, il est au moins amusant, si ce n'est intéressant. Sur ces bonnes paroles, eh bien, je te remercie encore d'être là aujourd'hui, d'avoir partagé tout ça avec nous. Moi, j'ai adoré discuter avec toi. Pour les gens qui ne le savent pas, la première fois où on s'est parlé avec Valentin, on a parlé, je sais pas, 2-3 heures non-stop, on a plein de trucs à se dire. Et voilà, c'est cool de pouvoir le partager aujourd'hui avec tout le monde. Et puis j'espère qu'on continuera entre nous, et puis qu'on continuera aussi éventuellement, qu'on pourra faire d'autres vidéos ensemble. Tu es toujours le bienvenu ici. Mon objectif... merci pour... Ah, pardon. Ouais, on a du lag, des fois on se coupe, mais on s'en veut pas. Mon objectif étant de venir te voir à Moscou incessamment sous peu. En exclu, je te le dis. Tu seras reçu comme il se doit. Avec plaisir, Simon. Et pour ta communauté, déjà je te remercie pour ton invitation pour cette émission aujourd'hui. Et si ta communauté a des questions par rapport aux femmes russes et qui les posent dans les commentaires de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre. Je prendrai du temps pour répondre s'il y a des questions pertinentes. Merci, ça c'est cool parce que souvent je me frappe les réponses tout seul et des fois les réponses elles sont adressées à mon invité, tu vois. Et je suis là et je dis je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Donc c'est vraiment chouette que tu me files un coup de main là-dessus. Je te remercie. Avec plaisir.
Merci à tous. Je vous le rappelle, le lien, alors moi, non, avant de finir, il faut quand même que je le dise, hein, ça. Le site valentin.love, putain, mais c'est trop la classe. Parce que je veux dire, agence matrimoniale, Valentin, déjà, tu vois, ça le fait. Et en plus, c'était bien fait parce qu'il t'avait appelé Valentin dès le départ. Mais t'as trouvé le point love. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, respect. Ça calme. Donc, tout ça pour finir sur, je le répète, les gens qui sont intéressés par les services de Valentin, donc ça va être le premier lien en description de cette vidéo. Merci à tous les gens qui nous ont suivis jusqu'à présent. À la prochaine vidéo, on va faire des vidéos plus standards et puis on aura de nouveaux épisodes de Parole d'homme libre. Je l'espère avec des invités de cette qualité. Merci à Valentin, merci à tous, à la prochaine. Ciao. À bientôt Simon. Ciao.